Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur, du coup, sur ce webinaire. Il est 17h30, je vois que vous êtes en train d'arriver. On va démarrer gentiment. Donc webinaire autour de la maîtrise des protocoles de prise d'empreinte en prothèse amovible et protocoles de prise d'empreinte numérique, bien sûr. Donc voilà, avant de démarrer, je voulais vous remercier à tous. Vous remercier pour votre présence. On a eu beaucoup d'inscrits au webinaire. On a passé largement les 100. On est en train de s'en rapprocher au niveau des participants. Donc voilà, un grand merci pour moi, mais aussi pour toutes les équipes Circle qui ont contribué à la création de ce webinaire. C'est du travail, je pense que vous devez vous en douter. Mais c'en est encore plus de mettre au point tous les protocoles qu'on va vous présenter. Voilà, il y a un adage qui dit que plus c'est simple, plus ça a été complexe à mettre en place. C'est un peu le cas, donc on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous et le plus didactique au quotidien. J'ai démarré un peu vite, je me suis pas présenté pour ceux qui pourraient ne pas me connaître. Donc je suis Romain Sirex. Je suis vice-président de la société Circle et président cofondateur de Fox 3D. On va parler un petit peu de ces deux sociétés pendant la présentation. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi en soi. Si ce webinaire se tient aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce qu'il y a quelques mois, vous avez reçu, pour ceux qui sont clients chez nous, vous avez reçu un sondage dans lequel on vous posait plusieurs questions. Et le but de ce sondage, c'était aussi d'orienter pour savoir comment on peut mieux coller à vos besoins et mieux vous aider au quotidien. Donc on est ressorti ce besoin de protocoler un peu plus la prise d'empreinte, de vous accompagner là-dessus. Et c'est pour ça qu'on y a travaillé. Toute cette présentation, vous l'aurez en replay à partir du moment où vous êtes inscrit à l'événement. Vous la recevrez en replay et vous recevrez également, pour tous ceux qui sont inscrits dans la base Circle, vous recevrez également les protocoles, donc la version PDF des protocoles. Et du coup, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas encore inscrit sur la base Circle et que au terme de la présentation, vous êtes conquis, n'hésitez pas à aller vous inscrire avant la fin de la semaine pour qu'on vous ait dans les bases lundi ou mardi quand on fera les envois du dossier protocole. Un petit point avant de démarrer juste sur l'outil. Donc on est sur Livestorm. C'est un outil qui est assez sympa, vous devez vous en douter. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup. Impossible vraiment de laisser la parole, du moins en vocal, à tout le monde. Donc on a cet outil-là qui nous permet d'avoir un fonctionnement assez clair et qui est assez sympa. En bas à droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions. Mais aussi de voter pour les questions qui ont déjà été posées. C'est-à-dire que si vous avez une question qui est déjà posée et qui vous intéresse, il suffit de mettre un petit plus, cette question prend de l'importance et du coup sera traitée en priorité. Et juste à côté, vous avez une catégorie sondage qui va vous permettre de répondre à des sondages qu'on va pouvoir vous proposer. Et d'ailleurs, j'en ai un qui me vient, on en discutait il y a quelques minutes avec les équipes. On a fixé l'heure de ce premier webinaire à 17h30. Dans les discussions avec les praticiens, il y en a certains à qui ça allait très bien, d'autres un peu moins. On est conscient que vos agendas sont pas forcément faciles à gérer. Je serais partant si Étienne Bruno, vous pouvez mettre un petit sondage pour savoir quelle est l'heure à privilégier. Est-ce que c'est dans la matinée entre midi et 2, dans l'après-midi, ou plutôt dans la soirée, un peu plus tôt, un peu plus tard que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller en suivant dans la catégorie sondage et à voter pour l'heure qui vous convient le mieux pour les futurs potentiels webinaires. Bon, on va passer à la présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet réellement sur la partie protocole, je l'ai dit, on a quelques praticiens, quelques inscrits qui ne nous connaissent pas. Je pense qu'il est intéressant qu'on fasse un petit point sur ce qu'est Circle, ce qu'on fait et en quoi consiste la solution. Ce sera aussi instructif pour ceux qui travaillent avec nous, qui n'ont pas forcément toutes les données. Voilà, Circle en quelques chiffres, c'est 8 années de développement intense, on peut le dire, avec plus de 40 ingénieurs et développeurs aujourd'hui hautement qualifiés qui travaillent sur le projet et sur nos solutions. On a passé les 15 000 prothèses amovibles conçues avec le logiciel et produites en 2 ans chez Fox 3D. Donc voilà, Circle, c'est aussi une société qui est saluée par les labels French Tech et Deep Tech, qui sont des labels français, et Cocorico. On est une société française. Alors pour le coup, autant côté Circle que Fox 3D, tout est basé en France et notre personnel est français et nous développons toutes nos solutions ici.
C'est important dans le contexte actuel. Voilà, Circle, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un workflow complet qui va partir, qui va se décomposer en 3 grands blocs. Un premier bloc sur une interface dentiste qu'on appelle Circle Platform, que pour ceux qui travaillent avec nous, vous connaissez et vous utilisez, j'espère, tous les jours. Un deuxième bloc où on va avoir tout l'aspect conception au sens large, donc qui va rassembler à la fois la partie jumeau numérique et ce qu'on appelle Intuitive Design, qui est vraiment le logiciel de conception. Et un troisième bloc, excusez-moi, de fabrication avec des procédés qui ont été brevetés aujourd'hui pour pouvoir fabriquer au mieux les prothèses. En clair, en quoi ça consiste? Donc on commence par la plateforme. Cette plateforme, déjà au départ, on l'a voulu ergonomique, assez complète pour pouvoir être votre outil au quotidien, donc multifamille, et 100% cloud pour être le plus évolutif possible. Ce dont on parle assez peu, c'est quel est son rôle. Donc voilà, son rôle, c'est pas simplement de vous faire passer sur une plateforme et renseigner vos prescriptions dessus. C'est avant tout trois grands points. Le premier, c'est la centralisation. On a aujourd'hui une bonne vingtaine de caméras sur le marché. Il y en a encore énormément qui arrivent dans les mois à venir. Pour une structure de production, de conception et de production, gérer 20 plateformes en parallèle, c'est très compliqué. On reçoit des datas sur plein de plateformes et c'est le meilleur moyen pour passer à travers et louper des cas. Deuxième point important, c'est la normalisation. C'est-à-dire que j'en reviens à toutes ces plateformes de caméra. Chacune a sa forme, sa façon de gérer ses prescriptions. Et c'est extrêmement compliqué d'arriver à s'y retrouver, de savoir sur une Medit, sur une 3Shape, sur une Dexis, sur une Shining, voilà, on a des formes complètement différentes en réception et on n'a aucune obligation. C'est-à-dire qu'on passe nos journées quand on travaille avec les plateformes de caméra à rappeler des praticiens parce qu'il nous manque une teinte, parce qu'il nous manque une information. Donc le rôle de notre plateforme, il est aussi là, c'est faire en sorte que toute l'information arrive chez nous et qu'on l'ait, donc c'est ce qu'on appelle la centralisation, et ensuite faire en sorte que cette information, on puisse la comprendre de manière simple et efficace, et c'est la normalisation. Et bien sûr, il y a aussi tout un pan de suivi en temps réel, donc qui rejoint un peu le côté 100% cloud, et de contrôle des traitements qui nous permet voilà, d'échanger dessus au quotidien de manière assez simple. Intuitive Design, donc la partie conception, on l'a séparé en 2 grands blocs, tout simplement parce qu'il y en a 2 grands. Il y a un premier bloc qui n'est pas vraiment de la conception, mais qui est plutôt de l'analyse. Grosso modo, on parle assez souvent d'intelligence artificielle et de big data, de jumeaux numériques chez nous. En quoi ça consiste, cette intelligence artificielle? Parce que, je vous le donne dans le mille, elle ne conçoit pas les prothèses toute seule, loin de là. Par contre, elle a un autre rôle. Quand vous allez nous transmettre des fichiers, des empreintes, on va avoir une première étape où on va venir nettoyer ces empreintes, c'est-à-dire enlever tous les petits artefacts qu'on peut avoir, boucher les trous, enfin voilà, il y en a toujours dans toutes les empreintes. On va venir recaler l'occlusion statique et la contrôler. Ensuite, on va segmenter vos empreintes, c'est-à-dire reconnaître chaque dent, identifier chaque dent, les numéroter. Ce qu'on fait beaucoup en orthodontie, et c'est pour ça, pour ceux qui travaillent avec nous, que je vous embête de temps en temps, avec le fait de vraiment faire attention à vos prescriptions, qu'on ait bien le même nombre de dents dans la prescription que ce qu'on a en bouche. Parce que si on dit au logiciel, si dans votre prescription il y a 7 dents mais qu'il n'y en a que 6 en bouche, le logiciel va chercher cette 7e dent et ça va nous fausser tous les calculs. Les calculs justement de l'étape d'après. Donc une fois qu'on a tout bien nettoyé, segmenté et recalé en statique, on va venir puiser toutes les micro-informations qu'on a dans vos empreintes. Donc ça va être les formes de dents, les formes d'arcade, les usures, les pentes, enfin voilà, toutes ces micro-informations-là vont nous donner des informations, hypothétiques bien sûr, sur la forme de la boîte crânienne du patient et sa morphologie. Donc sur le plan osseux et sur le plan musculaire. Donc on va reconstituer ce que vous avez à l'écran. Alors, à savoir que dans le logiciel, on ne le voit pas, tout simplement parce que ce serait trop lourd à afficher, ça ralentirait beaucoup. Mais par contre, c'est tous les calculs qui sont faits en arrière-plan. Et tout ça, ça nous permet en fait de recréer un articulateur virtuel réellement personnalisé du patient, et donc de pouvoir simuler des mouvements. Donc avant de concevoir, on va être capable de simuler des latéralités, des propulsions, une mastication, et du coup de travailler avec beaucoup plus d'informations derrière pour le logiciel de conception. Cette conception, je vous l'ai dit, elle est faite par des prothésistes avec l'aide et les outils de l'IA, d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Je vais faire une petite comparaison dans les logiciels tiers, les autres logiciels du marché.
Je vais prendre l'exemple d'une prothèse amovible partielle, donc à châssis métallique. Quand vous commandez sur une base d'empreinte optique ce genre de choses à un laboratoire qui utilise des outils traditionnels, la plupart du temps, il va pouvoir concevoir le châssis, donc la plaque métallique, commencer par ça, la produire et une fois qu'elle est produite, utiliser les modèles en résine et venir faire un montage dedans du commerce avec de la cire. Donc on rebascule un peu du côté artisanal. De notre côté, ce qu'on a voulu, c'est vraiment rester, ne jamais rompre cette chaîne numérique. Donc rester dans le logiciel du début à la fin, de la conception du cas global. Et parti de ce principe-là, on a un petit peu changé l'ordre des choses parce que le but d'une prothèse, c'est quand même de mettre des dents dans la bouche d'un patient. Donc on a choisi de démarrer par la conception des dents. Donc on va concevoir sur mesure toutes les dents qui vont équiper le patient. Une fois que ces dents vont être faites, on va faire un châssis qui sera du coup adapté aux dents et non pas l'inverse. On ne se retrouve pas dans les situations où on est contraint par un châssis. C'est plutôt les dents qui vont contraindre le châssis. Et ensuite, on finit par concevoir une gencive. Donc tout ça est 100% sur mesure. C'est notre standard. Il n'y a rien de standard en soi dans les produits qu'on propose. Et à la fin de tout ça, une fois qu'on a terminé notre conception et voilà, sur une occlusion statique avec les simulations qu'on a en amont, on relance toute la simulation de mastication qui vient faire... alors, en interne, on a l'habitude d'appeler ça un rodage, pour ceux qui sont un peu familiers avec l'aspect mécanique. C'est-à-dire qu'on va simuler le port de la prothèse pendant 6 mois dans la bouche du patient. On va venir recréer les mouvements et du coup abraser toutes les zones qui peuvent venir en contact. Le but final, il est simple, c'est que le jour de la pose, sur le patient, la prothèse soit confortable pour lui et que dans le temps, il vienne pas avoir de contre-indications au niveau de sa mastication, de choc, de choses comme ça et que pour vous, ce soit le plus simple possible à poser, avec pas ou peu de retouches. On bascule du coup côté fabrication. Alors, pour ce qui est de la fabrication, je vous ai parlé tout à l'heure de procédés brevetés. J'essaie de vous expliquer un petit peu le fonctionnement en imagé. Mais grosso modo, donc, on a conçu des dents, on a conçu un châssis, on a conçu de la résine. Notre façon de fabriquer, ça va être déjà de produire les dents et le châssis. On a fait des choix de technologie. On a fait des choix de technologie qui ont vraiment un sens, c'est la rigueur pour pouvoir coller à la conception qui a été faite. Donc, c'est des technologies où on va chercher en permanence la précision et la répétabilité. On a choisi d'usiner les dents, les imprimer sur du provisoire, les usiner sur mesure, donc en définitive. Usiner le châssis en titane. Alors, le titane, c'est un choix qui s'est fait dans le temps, mais on a choisi d'usiner d'abord, en se disant on a besoin de la précision de l'usinage et de la répétabilité. Et puis, quitte à usiner, aujourd'hui, en usinage, on a la capacité de faire du titane aussi bien que du chrome cobalt. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, en se disant on enlève tout le côté cancérigène, mutagène et nocif pour la reproduction du chrome cobalt. On s'émancipe aussi de tous ces défauts allergènes, on s'émancipe de tous ces défauts de transmission de température, enfin, tout ça, j'en passe. Et ensuite, on va fabriquer une sorte de moule, comme si on appliquait une pellicule autour du cas global. On imprime en 3D ces moules. C'est imagé, bien sûr, dans l'explication. Tout ça, c'est un procédé qui est breveté. Dans ces moules, on va venir positionner les dents, le châssis, fermer le moule et couler de la résine. Le gros avantage de ça, c'est qu'on a tous les avantages du numérique, mais on compile ça aussi avec ce qu'on connaît depuis des années avec l'artisanal. On peut utiliser la résine qu'on veut, donc on a des résines qui sont esthétiques, veinées, solides, biocompatibles avec le patient, avec du recul dessus. On a aussi l'avantage de pouvoir les rebaser et d'avoir une vraie rétention mécanique et chimique à la fois des dents et du châssis qui est emprisonné à l'intérieur. Donc voilà, cumuler les avantages du numérique et de la pratique traditionnelle, avec des procédés brevetés. Et on rajoute à ça, pour un peu plus de rigueur encore, du contrôle par comparaison qu'on fait, ce qu'on appelle un échantillonnage. Donc on récupère un cas dans nos productions, qu'on vient rescanner, comparer à la conception initiale. Si on se rend compte qu'on a de la divergence, eh bien, on recalibre l'intégralité de notre centre de production. Voilà. C'est ce qui nous permet alors de vous assurer une livraison dans les délais impartis, d'avoir une vraie stabilité, mais j'irai un petit peu plus loin parce que le but, c'est pas de vous livrer un produit. Le but, c'est de vous livrer un produit que vous posez en bouche au rendez-vous qui est prévu pour. Donc voilà, tout ce qu'on a développé en amont dans cette solution-là n'a qu'un but, c'est ça. C'est faire en sorte que le jour où vous avez votre patient qui vient, vous ayez votre prothèse et que le patient reparte avec sans que vous ayez eu besoin de passer 2 heures au fauteuil.
Donc, on en a terminé avec cette partie présentation de Circle. Voilà, ça a pris une petite dizaine de minutes. On va basculer sur la partie protocole de prise d'empreinte. Tac, tac, tac. À ce niveau-là, qu'est-ce que j'avais? Je vais aller voir si vous aviez posé quelques questions. Alors, ça n'a pas démarré. Je vois que vous avez, que vous m'avez laissé quelques messages d'ailleurs très sympas. Bon, merci à vous. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, hein, à poser des questions, à voter pour et à répondre aussi au sondage sur l'onglet qui est à côté. Je reviendrai dessus tout à l'heure. J'ai une petite question, un second sondage aussi à vous soumettre. On se pose la question de savoir, je vous ai parlé un peu de tous nos outils, de savoir au quotidien qui gère ces outils-là. Est-ce que c'est vous en tant que praticien? Est-ce que c'est vos assistantes ou assistants? Ou est-ce que vous travaillez collaborativement dessus? Voilà, c'est pas une question anodine, c'est aussi parce que derrière, ça peut nous permettre de faire évoluer les outils. Typiquement, si demain on sait que c'est les assistantes qui s'en chargent en majorité, on peut faire évoluer les outils un peu plus pour elles, assistants et assistantes. Voilà, n'hésitez pas du coup à pareil à aller répondre à ce sondage-là et à voter. Alors, les sondages sont anonymes, hein, donc il n'y aura pas votre nom quand vous voterez là-dessus. Du coup, on va basculer sur la partie protocole de prise d'empreinte. Avant ça, je vous explique un peu comment on les a construits. Donc on commence avec une petite page, on va dire de trucs et astuces et un petit laïus de Nicolas Piton. Alors en quelques mots, Nicolas Piton, c'est le premier praticien qui a travaillé avec nous sur toute l'offre Circle. C'est le premier à avoir posé des prothèses qui venaient de la solution au départ, quand on était vraiment dans les bêta-tests. Et c'est un praticien qui nous a beaucoup accompagné dans l'amélioration de la solution. Donc voilà, on lui a dédié une page pour qu'il puisse donner quelques conseils sur la pratique au quotidien. En page suivante, vous allez retrouver une page qu'on a éditée pour vous accompagner dans la planification des rendez-vous. Cette page, elle est importante et on s'y arrête tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui va être très segmentant dans la façon de traiter vos patients, c'est le calage. Alors, ce qu'on appelle calage, c'est un terme un peu hard, mais c'est la capacité à caler votre patient dans une position d'occlusion qui est stable et viable. Je vais m'expliquer un petit peu. On va retrouver 3 grands types de calage dans les protocoles. On va retrouver un calage qui se fait sans prothèse existante. Ce calage-là, c'est celui que vous avez quand vous faites une couronne, typiquement, qu'on retrouve sur la plupart des prothèses partielles. C'est-à-dire que sans appareil, sans rien en bouche, vous faites fermer la bouche au patient, vous avez une position de calage qui est viable. Voilà. Dans cette typologie-là, on va être sur un traitement en 2 rendez-vous, donc un rendez-vous de prise d'empreinte et un rendez-vous de pose de la prothèse. On va avoir une seconde typologie de calage qui est le calage avec la prothèse existante. Le cas le plus courant là-dedans, c'est les patients qui sont équipés de complets où on a des complets vieillissants qu'il faut refaire. Si on leur retire les complets de la bouche, on n'a plus aucun calage, aucune occlusion. Par contre, avec les complets en bouche, on arrive à avoir un calage. Dans ce cas-là, on va être également capable de traiter le patient en 2 rendez-vous, peu importe la prothèse. Et enfin, on a la dernière typologie où là, pour le coup, on n'a pas de calage du tout. On pense notamment aux patients qu'on retrouve malheureusement beaucoup dans les EHPAD, les maisons de retraite ou autres, hein, mais qui peuvent avoir perdu une prothèse totale, donc qui arrivent dans votre cabinet, qui n'ont plus du tout de moyens de fixer une DV et une centrée stable, ou dans ce cas-là, on va passer par une étape intermédiaire avec des cires sur base dure, donc 3 rendez-vous. Un rendez-vous de prise d'empreinte, un second rendez-vous de prise d'information sur les cires, et un dernier rendez-vous de pause. Voilà. Retenez bien cette histoire de calage, parce que c'est ce qui va guider pas mal de choses. Donc on bascule sur la partie sommaire et la façon dont on a organisé les protocoles. Donc il y a une première partie qui est sur les bases d'occlusion, jusque-là très simple. Et une seconde qui est plus celle sur laquelle on va s'étendre, qui est la partie des protocoles amovibles en tant que tel. Alors, qui est séparée en 3 sous-parties, donc les prothèses partielles, les prothèses complètes et le mix entre les deux. Et ensuite, chacun va être reséparé en fonction de la capacité de calage, la typologie de calage dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'à chaque début de protocole, on a une sorte de référence. Par exemple, sur le premier, sur la prothèse partielle unimaxillaire, en calage dent naturel, on va être sur AP1U. La façon dont on a réfléchi ces références, c'est tout simplement dans l'ordre dans lequel on va arriver. A pour amovible,
parce qu'on est dans une catégorie amovible. Pour le moment, vous n'avez que des protocoles amovibles, mais on est en train de travailler sur la suite avec la fixe et l'implantaire. Donc A pour amovible, P pour partiel, C pour complète, CP pour complète et partielle quand on est dans le mix, 1 pour le calage avec les dents naturelles, 2 pour le calage avec la prothèse existante, et 3 pour le calage avec des bases d'occlusion. Et ensuite U pour unimaxillaire et B pour bimaxillaire. L'idée de tout ça, c'est pas de vous créer forcément des termes barbares, c'est tout simplement de pouvoir, de tête, retrouver simplement le protocole que vous cherchez. Une typologie, vous me passez un coup de fil, je ne suis pas devant les protocoles en me demandant quel protocole vous avez utilisé. Pour une prothèse complète, unimaxillaire avec un calage avec une prothèse existante en bouche, pour moi, c'est assez simple de vous dire, OK, on est dans une prothèse amovible, une prothèse complète, donc AC, 2 puisque vous avez une prothèse complète, une prothèse en bouche pour caler, et ensuite unimaxillaire, bimaxillaire. Ça marche aussi dans le sens, on parlait tout à l'heure des assistantes, de vos assistantes au quotidien. Vous avez les mains en bouche, les protocoles papier, on évite de les toucher au niveau de l'asepsie. Vous pouvez facilement dire à votre assistante, il me faut le protocole AP1U. Alors, il faudra peut-être un peu de temps pour les intégrer, mais voilà, l'idée elle est là, c'est que vous puissiez facilement retrouver le protocole que vous cherchez. On va rentrer un peu dans le vif du sujet avec un premier protocole base d'occlusion qui va nous servir un petit peu à expliquer la physionomie globale des protocoles. Donc sur la gauche, vous allez retrouver la référence dont je vous ai parlé et la catégorie du protocole. Expliciter un petit peu de quel protocole il s'agit. Donc ici, une cire sur base dure complète unimaxillaire. À droite, les différentes étapes de scannage et donc fichiers dont on va avoir besoin. Juste en dessous, petit écriteau, on va dire de trucs et astuces et de petits conseils alternativement faits par Nicolas et Christophe. Et ensuite, en bas, la corrélation avec les pictogrammes que vous allez retrouver dans l'interface, donc les fichiers nécessaires et les fichiers facultatifs. Dans l'exemple de ce protocole de cire sur base dure, donc c'est dans le cas où on commande une cire en prévision d'un complet sans calage. On va prendre un scan du maxillaire, donc là on est sur une cire du haut. On va prendre un scan du maxillaire, un scan de la mandibule, et ensuite, chose un petit peu surprenante, on va venir prendre une clé d'occlusion approximative entre le maxillaire et la mandibule. Approximative tout simplement parce qu'à ce niveau-là, on n'a rien pour caler. L'idée est simplement qu'on puisse avoir une idée globale de position centrée. La DV, on la modifie, c'est juste un boudin de cire un petit peu plus épais. Par contre, ce qu'on a besoin de faire, c'est juste de pouvoir aligner la cire avec l'arcade du bas. Donc soit une clé d'occlusion écrasée, ce qui peut être compliqué à prendre, soit vous calez avec 2-3 cotons, quelque chose, approximativement, et ça nous permet simplement d'aligner la cire pour le rendez-vous suivant. Ces cires, elles sont, je l'ai dit, on travaille, pour ceux qui ne le savent pas, avec des cires sur base dure, donc c'est une base imprimée, rigide, on en parlera après, mais qui va avoir plusieurs intérêts. Le premier étant que la cire ne bouge pas dans le transport, bien sûr. Donc on rentre dans les protocoles prothèses avec un premier protocole de prothèse partielle unimaxillaire qui est celui qui représente plus de 80% des cas aujourd'hui. En prothèse partielle, c'est le protocole avec un calage dent naturel. Sur de la partielle, c'est quand même l'immense majorité des cas. C'est un protocole qui est très simple à maîtriser parce qu'on va se rapprocher. Ça va être même l'équivalent de ce que vous pouvez faire tous les jours avec de la couronne et de la prothèse fixée. On va venir scanner le maxillaire, le mandibulaire et une clé d'occlusion entre les deux. Petite astuce de Nicolas, attention, faites attention à tout ce qui est dents mobiles. On peut avoir une perturbation quand vous venez toucher avec la caméra des dents mobiles et qu'elles bougent. Voilà, rien de particulier sur ce protocole-là. Vous retrouverez quasiment toujours, même d'ailleurs toujours en fichier facultatif, les scan face, donc les scans de la face du patient. Je sais que certains ici ont l'habitude d'utiliser des scan face. Pour ceux qui ne l'ont pas, on pourra en reparler, mais c'est une solution, c'est une technologie qui nous apporte beaucoup dans la conception et qui permet, alors sur des cas, encore une fois, sur un châssis postérieur, ça va pas avoir énormément de sens, mais sur des cas de réhabilitation esthétique antérieure, c'est vraiment génial parce que ça permet aux prothésistes de venir concevoir sur un patient et non plus dans une bouche, tout simplement. Donc second protocole, on est sur la prothèse amovible dans le cas d'un calage avec une prothèse existante. Donc là, on va venir décomposer avec plusieurs scans. On va avoir une première salve de scans, donc le triptyque qu'on appelle haut bas mordu, qui est en fait maxillaire, mandibulaire et clé d'occlusion.
On va faire un premier scan avec le partiel en bouche, avec la prothèse en bouche, du haut, un scan de l'antagoniste, on va venir prendre une clé d'occlusion avec le partiel en bouche, et ensuite on rajoutera en fichier auxiliaire l'arcade sans la prothèse. Tout simplement parce que dans le premier triptyque, il faut qu'on retrouve la même chose dans la clé d'occlusion et dans les empreintes qui ont été prises juste avant des deux arcades, d'où la première empreinte avec le partiel en bouche. N'hésitez pas sur ce type de cas à venir en plus nous scanner un recto verso de la prothèse actuelle du patient. Si rebasé, ce n'est que mieux. Ça nous permet d'avoir un élément de validation. C'est-à-dire qu'on peut contrôler que le calage qu'on reçoit est bon en venant réinsérer la prothèse. Et si on se rend compte que le calage est approximatif et qu'on a besoin de le modifier un petit peu, ben on a cette prothèse-là qui nous sert à tout venir recaler. C'est pour ça que c'est un fichier facultatif, mais qui est plutôt intéressant. Troisième et dernier cas de prothèse partielle unimaxillaire, de prothèse partielle en soi, c'est le calage avec base d'occlusion. Alors là, c'est un protocole qui va être un petit peu particulier parce que on peut le prendre de deux manières. On va avoir deux typologies. On va avoir une typologie où, avec la cire en bouche, on a suffisamment de dents pour venir enregistrer une clé d'occlusion viable. C'est ce que vous retrouvez là sur l'écran. C'est-à-dire que on va prendre le scan du maxillaire sans la cire, on va prendre le scan de la mandibule, et ensuite on va venir enregistrer la clé d'occlusion avec la cire en bouche, mais sans venir enregistrer cette cire. On prendra la clé d'occlusion sur les dents restantes entre le haut et le bas. Ça, c'est le cas le plus simple. Et on vient rajouter un scan recto verso de cette cire, encore une fois, comme moyen de contrôle. Dans le cas où on ne parvient pas à enregistrer le cas typique, vous avez un patient à qui il reste une, deux dents sur l'arcade, ça ne suffit pas pour prendre une clé d'occlusion viable. Dans ce cas-là, on vient inverser la première étape qui est en fait le scan du maxillaire édenté. On vient le remplacer par ce qu'on a en bas, dans l'astuce de Nicolas, une empreinte de l'arcade du haut équipée de la cire. Donc, arcade du haut avec la cire, la mandibule et la clé d'occlusion entre les deux, toujours pour avoir une relativité entre le premier fichier du maxillaire et notre clé d'occlusion, on retrouve la même chose, et on passera en fait simplement le scan de l'arcade maxillaire en fichier auxiliaire. Voilà, c'est la seule petite modification qu'on peut avoir sur ce protocole qui est un petit peu particulier. On bascule en complète, alors avec une petite inversion entre le AC1 et l'AC2 pour une raison simple, c'est que on a voulu mettre en premier le protocole qu'on retrouve le plus. Au même titre qu'en prothèse partielle, ce qu'on va retrouver le plus en prothèse complète, ça va vraiment être le refaisage. Il faut savoir que c'est aujourd'hui un peu plus de 80% des cas de complète qui sont faits, c'est du refaisage de prothèse. Donc voilà, le protocole que vous allez retrouver le plus, c'est celui-ci. Là, on l'a fait sur du bimaxillaire. Donc c'est un protocole qu'on va embrayer par rapport aux prothèses actuelles du patient. On va venir faire un rebasage au light. Attention, c'est important au light. On a eu des cas de rebasage lourd light. Le problème, c'est que ça vient augmenter la dimension verticale et l'augmenter d'une valeur qu'on ne maîtrise pas. Donc ensuite, derrière, quand on nous demande de réaugmenter, on se retrouve avec des augmentations énormes. Donc voilà, rebasage au light, c'est simplement une remise au goût du jour de l'intrado de la prothèse. Rebasage du haut, du bas. On sort les prothèses de la bouche et on vient les scanner à l'extérieur de la bouche recto verso. L'idée, c'est vraiment de faire un duplicata de la prothèse. À l'écran, vous devez pouvoir la tourner dans tous les sens et avoir la même chose que ce que vous avez dans les mains, sur le haut, sur le bas. Et ensuite, on vient remettre les prothèses en bouche et on scanne une clé d'occlusion. Cas particulier, on en a deux. Le premier, c'est dans le cas où vous avez une prothèse qui n'est pas assez couvrante. La prothèse actuelle n'a pas une bonne rétention. Vous voulez couvrir un petit peu plus une partie. Forcément, si on n'enregistre que cette prothèse-là, ça ne sera pas suffisant. Et le second, c'est dans le cas où vous avez une crête antérieure très prononcée et où en fait l'intrado de la prothèse va être très profond. Parfois, la caméra n'a pas assez de profondeur de champ pour aller enregistrer cette zone-là et est trop grosse pour pouvoir y entrer. Dans ces deux cas-là, la solution est la même, c'est que vous venez compléter avec un scan intraoral du maxillaire ou de la mandibule en fonction de l'arcade. On est plus souvent sur du maxillaire. Voilà, venez compléter en rajoutant un fichier facultatif du coup qui est un scan intraoral de l'arcade concernée. Seconde typologie de protocole en prothèse complète, qui est en fait le premier en soi, c'est dans le cas où on a un calage avec dents existantes. Alors ça peut paraître surprenant comme ça de prime abord, mais ça arrive.
on est plutôt dans une physionomie, en règle générale, de prothèse transitoire et dans un patient qui se présente avec des dents délabrées, à qui vous prévoyez des extractions totales pour une pose de prothèse totale amovible, parfois même d'implants, de prothèse totale implantaire dans un second temps. Du coup, comment on va traiter ce patient? On a un calage, même s'il n'est pas toujours parfait, souvent quand les dents sont un petit peu mobiles, on a un calage qui est relativement viable. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un scan de l'arcade maxillaire, mandibulaire et une clé d'occlusion, surtout avant les extractions, et commander une prothèse totale provisoire avec extraction. Pensez bien à préciser les dents qu'on doit extraire dans le plan de traitement. Pour une question aussi de responsabilité, on évite de simuler des extractions si vous ne le notez pas. Donc on va avoir plutôt tendance à refuser un traitement qui nous est soumis, à vous le renvoyer de votre côté pour modification, tout simplement parce que c'est une responsabilité de simuler une extraction de dents et qu'on préfère que ce soit clair et que ça vienne de vous. Et puis de notre côté, si on n'a pas les demandes d'extraction, on ne peut pas ouvrir le module qui nous permet de le faire. Donc voilà, pensez à bien le renseigner. L'idée de ce cas-là, du coup, c'est d'avoir une prothèse transitoire post-extractionnelle le jour des extractions. Et une fois que tout ça est bien cicatrisé et que le patient est stabilisé, venir retomber sur le premier protocole qu'on a vu, c'est-à-dire rescanner les provisoires, les rebaser, les rescanner recto-verso, et basculer sur le définitif avec bien sûr de la critique. L'idée, c'est de faire mieux en définitif que ce qu'on a fait en provisoire. On est toujours à temps d'augmenter, de diminuer la dimension verticale, de changer de l'esthétique, de faire ce genre de choses. Enfin, dernier protocole de prothèse amovible complète. Donc c'est le cas le plus rare, mais aussi le plus embêtant en règle générale, celui où on rajoute un rendez-vous. Donc on a parlé des cires sur base dure tout à l'heure. Là, on arrive à l'étape où les cires sur base dure ont été commandées, elles sont au cabinet, le patient aussi, tant qu'à faire, et on rentre dans le vif du sujet, de la prise d'information. Donc comment ça va se passer en termes de déroulé? Première chose à faire, c'est de régler vos cires, rebaser, régler vos cires en bouche. Donc je parlais tout à l'heure de la base dure qui est imprimée à l'intérieur des cires, elle a aussi ce rôle-là, donc stabiliser les cires, mais aussi permettre d'être rebasée avec une vraie rigidité pour réactualiser l'intrado de la prothèse et la partie gingivale. Une fois que vous avez réglé vos cires et que vous les avez rebasées, pensez à l'avantage des cires, c'est qu'on peut marquer ces cires. Donc pensez à rajouter toute l'information que vous pouvez. Typiquement, le milieu interincisif, la ligne du sourire, toutes ces petites infos, vous pouvez les marquer sur la cire. Autre petite astuce, avant de sortir les cires de la bouche, faites des traits de haut en bas sur ces dernières. Ça va avoir deux rôles. Le premier, c'est de vous permettre de recaler le haut et le bas dans la bonne position. Et le second, c'est de créer des reliefs pour votre caméra. Quelque chose qui est très compliqué pour une caméra, c'est d'enregistrer du linéaire. Le fait de créer des traits, des reliefs, ça va lui permettre d'avoir des points d'accroche et de savoir comment elle se déplace et comment elle doit agglomérer les fichiers entre eux. Donc, on en était à l'étape de nos cires sont réglées, rebasées. On sort les cires de la bouche, on va les scanner une par une recto verso, et ensuite on vient scanner une clé d'occlusion entre les deux. Pour ça, soit vous les remettez en bouche, soit vous avez tracé les traits comme je vous le disais juste avant, et vous pouvez les recaler à la main, enregistrer ça à l'extérieur de la bouche. N'hésitez pas à venir rajouter le maxillaire et le mandibulaire intraoral pour compléter l'information, en sachant que dans ce cas-là, en soi, vous les avez déjà pris, puisque pour faire les cires, on a été obligé de les enregistrer en amont. Voilà. Rien de particulier sur ce protocole. On en arrive, ce que je vous propose pour la suite, c'est qu'on essaie de recaler ça rapidement. Alors, pour ceux qui connaissent l'interface, ça va être un petit peu, peut-être un poil redondant, et encore que, mais recaler ça à un protocole avec l'interface, réellement, donc une petite démonstration en live. Avant d'attaquer là-dessus, on va faire un petit stop sur les questions. Regardez si on en a quelques-unes. Alors, les caméras, on a une question du coup du docteur Jarouard. Les caméras sont-elles capables de scanner un RIM avec deux crêtes face à face? Si je comprends bien la question, on est notamment dans le cas, alors je ne les ai pas traités au fur et à mesure, mais je pense qu'on est en train de parler par exemple de crêtes édentées dans le cadre complet où on n'a pas de calage. Alors oui, vous allez pouvoir scanner ce RIM-là. Caler simplement, ce qui va être compliqué si vous avez deux crêtes édentées, quand le patient va fermer la bouche, vous n'allez plus avoir la place de rentrer la caméra. Donc caler juste avec un coton et enregistrez-nous une clé. Encore une fois, cette clé, elle n'a pas besoin d'être précise. L'idée, c'est simplement qu'elle soit approximative et qu'on arrive à avoir quelque chose de
de viable, voilà. Juste pour pouvoir créer une centrée approximative entre l'arcade du haut et l'arcade du bas. Vous embêtez pas à prendre une clé, il n'y a pas une rime exacte sur ce type de cas. Voilà, j'espère que la réponse répond à la question. Alors, repassage au fil de cœur, je pense qu'on parle de rebasage. Oui, aucun problème. Peu importe le matériau, tant que vous êtes sur quelque chose de light. Et une petite astuce, prenez plutôt des matériaux opaques. Il y a quelques matériaux de rebasage qui sont assez transparents. Ça va être très compliqué pour la caméra derrière à enregistrer. Donc oui, pas de souci là-dessus. Et enfin, Maxime qui nous pose la question de savoir: est-ce que vous allez avoir accès au PDF de la présentation? Alors, celui de la présentation, non, c'est pas prévu, vous aurez le replay. Par contre, vous allez recevoir ce que je disais, alors c'était au tout début de la présentation, vous allez recevoir le PDF avec tous les protocoles en début de semaine prochaine. Donc vous aurez vraiment tous les protocoles, tout ce qu'on présente depuis la partie protocole, tout simplement. Ce qui est avant, non, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment le besoin. On n'a pas prévu de vous le transmettre. Vous l'aurez en replay. Si vraiment il y a besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je vous transmettrai ça. Ok là-dessus. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Donc on va enchaîner sur la démonstration. Pour cette démonstration, je vais vous faire un cas simple, hein. L'idée, c'est pas d'aller dans l'alambiqué. On va partir sur quelque chose qu'on voit souvent, c'est un complet rebasé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, un patient équipé d'un complet, donc un calage avec prothèse existante en bouche. Donc voilà, ce protocole-là, à garder à l'esprit, vous avez en bas donc les fichiers nécessaires qu'on va théoriquement retrouver dans l'interface. Une petite seconde, le temps que je partage mon écran. Tac. Alors, théoriquement, vous voyez tous l'interface Circle, donc la plupart connaissent, avec donc c'est une interface de test, hein, vous en faites pas, un petit peu différente de la vôtre, et surtout les produits n'avancent pas, tout simplement parce que pour faire des tests, on passe pas les produits en production. Vous connaissez un petit peu le déroulé, mes traitements, les archives, la globalité, tout ce qui rassemble les traitements et les archives. Ce qui va nous intéresser, c'est toujours une nouvelle commande avec la création d'une référence. On va l'appeler web pour webinaire. En termes de produits, donc on a dit tout à l'heure qu'on était sur un produit amovible. Dans le cas d'un complet, d'un rebasage, donc avec une prothèse existante, on va être plutôt dans un renouvellement. Alors, vous verrez qu'il y a quelques dissonances légères entre ce que vous avez dans l'interface et ce que vous allez avoir dans les protocoles. Le pourquoi est très simple, c'est qu'on a eu pendant un moment de l'avance sur l'interface par rapport au protocole. On a récemment travaillé sur les protocoles pour les remettre à jour, et on a pris de l'avance sur l'interface. C'est un petit peu plus long de recoder une interface que d'éditer des protocoles en PDF. Donc on a une refonte de l'interface, on en parlera après, qui est prévue, qui va arriver dans les mois à venir. Je reviendrai dessus un petit peu après. Donc voilà, c'est pour ça que là vous retrouvez renouvellement, c'est quelque chose qui va disparaître dans la future interface. Donc renouvellement, on vient en bas choisir le produit, donc en définitif incomplet. On se rajouter un châssis titane juste pour le plaisir. Donc du coup on vient sélectionner première, dernière dent. On valide, on met bien les dents manquantes. Attention, je le redis, si sur l'arcade du bas, même l'antagoniste, vous avez des dents manquantes, un patient, je ne sais pas, qui a eu des extractions, il lui manque la 7, la 6 également, 37, 36, marquez-le, c'est important pour le logiciel. On vient valider, on va retrouver donc structure, matériaux des dents, pas besoin de remplir. Passer directement à forme, donc la forme des dents, puisqu'on a un bloc incisif du haut, et l'atteinte. A3 qui représente plus de 50% des cas qu'on fait aujourd'hui. La possibilité de laisser une instruction. Je vais vous laisser un merci à tous de suivre le webinaire. Et du coup, on en arrive au fichier. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, on va retrouver ce qu'on avait sur le protocole avec le WACCEP maxillaire, donc qu'on va transformer avec complet rebasé pour que ce soit plus explicite. L'antagoniste, donc la mandibule, et ensuite la clé d'occlusion entre les deux. Alors pour ce faire, on va venir du coup rajouter les fichiers. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Certains le savent déjà, donc notamment les propriétaires de caméras qui le permettent. On a des intégrations avec certaines caméras. Donc on a une intégration aujourd'hui avec Dexis X Carestream qu'on est en train de refondre sous DTX.
On a une intégration également avec Medit. On est en train d'en préparer d'autres avec certains fabricants de caméras. Ces intégrations, leur rôle, il est simplement de fluidifiant. Typiquement Medit, on va venir se connecter directement ici pour le praticien à Medit Link et on va retrouver l'intégralité des fichiers. Il n'y a plus qu'à cliquer sur plus pour ajouter les fichiers au traitement. Voilà, si vous avez une caméra qui ne fait pas partie de la liste et qui n'est pas encore intégrée, c'est que le fabricant de votre caméra, pour le moment, ne nous a pas accompagné là-dessus et n'a pas jugé bon de nous suivre. Je vous invite vraiment à les contacter et à leur demander. L'intégration, ça tient pas à grand-chose. Par exemple, Medit, je crois que ça a été, côté fabricant, quelques heures de travail pour nous permettre de nous appairer avec et c'est beaucoup de temps de gagner pour tous les praticiens qui en utilisent une aujourd'hui, avec un fonctionnement qui est sensible à celui qu'on peut avoir dans le cloud. Typiquement ici, où on vient retrouver les empreintes, on n'a plus qu'à venir cliquer sur plus. Pour ceux qui ont l'habitude d'exporter et importer, vous devez vous douter que c'est un petit peu plus rapide. Voilà, donc on va retrouver directement nos empreintes sur le traitement, le haut, le bas et les 2 clés d'occlusion dans le cas présent. Alors, petite erreur de notre IA, il est venu reconnaître ça comme un fichier du haut, on vient changer, c'est un WAXUP, donc c'est un complet rebasé. Toujours pareil, vous avez la possibilité de cliquer sur la case aperçu qui va vous permettre en fait de venir afficher le fichier à côté. Honnêtement, c'est important, n'hésitez pas à venir rechecker les fichiers. On est sur un viewer STL qui est beaucoup plus pragmatique que ce que vous pouvez avoir dans votre caméra avec les couleurs. Parfois, on a un visu qui est faussé côté caméra. Le STL permet vraiment, le viewer STL permet vraiment de voir parfaitement votre fichier. Il ne reste plus qu'à valider tout ça, choisir une date, la valider et enfin soumettre le traitement. Voilà pour ce qui est de l'envoi d'un cas corrélé avec la plateforme. Vous l'avez compris, j'aurais bien aimé vous faire une démonstration en live de la prise d'empreinte avec les protocoles. C'était un petit peu compliqué à faire. Mais si un jour un dentiste a envie de se lancer là-dedans, pourquoi pas faire des petites vidéos. Voilà pour ce qui est de tout ça. Je vais aller vérifier, est-ce qu'on a de nouvelles questions? Non, j'ai pas l'impression. Si certains veulent poser des questions, c'est le moment ou jamais. Non, rien de particulier. Vous êtes sûr? Je continue. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont passées dans le chat. Non, c'est bon. Eh bien, c'est que j'ai été particulièrement clair. Je vois que vous n'avez pas de questions. Super. Je vous ai parlé tout à l'heure de la simplification de l'interface. Je vous ai dit qu'on y reviendrait, donc on y revient maintenant. On a une version de la plateforme qui arrive, qui va être grandement simplifiée et accélérée. Donc, on a des petits visuels qui vont vous permettre déjà de voir en avant-première qu'on a beaucoup moins d'étapes sur la partie haute. Donc, on a essayé de s'émanciper de tout ce qui n'était pas nécessaire et de rendre l'expérience le plus ergonomique, le plus facile, le plus ergo possible. Donc, vous avez tous les protocoles que vous allez recevoir par mail, du coup, qui vont être intégrés directement à cette interface et consultables en permanence. C'est-à-dire que pendant que vous serez en train de renseigner votre cas, vous pourrez ouvrir les protocoles et les visualiser. Vous pourrez aussi déposer dès le départ vos fichiers pour faire votre prescription par rapport à vos fichiers avec un petit viewer qui s'affiche. Ça, on a compris que c'était problématique de tout renseigner, de renseigner la map des dents, et à la fin de déposer les fichiers, se rendre compte parfois qu'il y a une divergence entre les deux. C'est notamment le cas quand c'est les assistantes qui s'occupent de la plateforme. Voilà, donc un contrôle accru des fichiers et plein d'autres petites nouveautés pour vous aider au quotidien. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recevrez le replay dans les jours à venir, directement même pas dans les jours à venir, non, normalement à la fin de cette présentation, directement par mail. Si vous avez des questions qui vous viennent à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas, vous avez pour la plupart mon contact. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le trouver sur le site de Circle. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail ou à me passer un coup de fil. J'en discuterai avec vous avec grand plaisir. Voilà. Vous pouvez nous suivre, bien entendu, sur tous les réseaux. J'en profite pour le rappeler. Donc LinkedIn, Facebook, Instagram.
Vous avez le site internet de Circle et la plateforme pour ceux qui ne sont pas inscrits. Donc, on va de suite sur app.circle.dental pour pouvoir s'inscrire, accéder à tout ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je rajouterai juste une dernière chose. On vous fera sûrement passer un petit sondage après l'événement pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Est-ce que déjà, est-ce qu'il a été utile? Est-ce que vous avez envie que ça se reproduise? Est-ce qu'il y a des sujets qui seraient susceptibles de vous intéresser pour qu'on redémarre, on recommence un webinaire? Alors, juste avant de démarrer, je vois qu'on a une dernière question. De Christine, peut-on voir aspect PT en tout numérique? Qu'entendez-vous par PT, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez compléter la question? Je vais laisser le temps du coup de compléter la question là-dessus. En attendant, du coup, je pense qu'on a fait le tour. J'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est tous vous remercier pour votre participation. Alors, peut-on voir aspect prothèse totale en tout numérique? Si on parle de produits, je dois avoir ça pas loin. Je vais essayer de vous trouver, bougez pas. Je pense que ça va être un petit peu compliqué à l'écran de bien voir. Voilà, en termes d'aspect, on va retrouver ce type de prothèse. Donc, on est sur des prothèses que j'expliquais en début de présentation. On est sur des prothèses qui ne sont pas maquillées. J'ai oublié de marquer que je répondais à la question. Donc, on est sur des prothèses qui ne sont pas maquillées. C'est simplement poli. La résine est veinée à l'intérieur, donc esthétique. Voilà. C'est globalement ce qu'on va pouvoir retrouver, livré sur modèle comme cela. Toujours pareil, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous envoyer un petit peu plus de photos, ce sera sûrement plus pratique qu'à l'écran aujourd'hui. Sébastien, donc du coup, sur les avantages de notre système par rapport à Evotion. Il y en a pas mal, on n'est pas vraiment sur le même type de réalisation. Evotion est un concept intéressant, mais qui est quand même sacrément bridé. En termes de fonctionnement. On va être bloqué par des galettes avec des dents qui sont prépositionnées à l'intérieur, donc ça fonctionne bien quand on va travailler en bimaxillaire. Dès qu'on va devoir travailler en unimaxillaire, c'est déjà beaucoup plus compliqué. On a aussi une différence au niveau de la matière. On va pas travailler sur de la matière usinée, et donc sans les contraintes qu'on peut avoir d'usinage, avec des limitations d'axe, des choses comme ça. J'essaie de pas rentrer dans le technique pour que ça reste audible. Mais voilà, le fait d'injecter cette résine va nous permettre vraiment d'avoir une liberté totale, de faire des prothèses qui sont plus solides, qu'on n'a pas besoin de maquiller aussi, avec une matière qui est translucide, qui est jolie au niveau des gencives. Le problème de ces technos, et je pense il y a Evotion, mais on a aussi d'autres technologies du genre, avec de l'impression de base et des dents qu'on vient coller. Le problème, c'est qu'on a des résines qui sont en règle générale moins esthétiques, et du coup, on va devoir passer par du maquillage. Et le maquillage sur résine a une durée de vie quand même relativement limitée. Donc voilà, on va avoir des prothèses qui sont en règle générale plus durables, mieux adaptées, un concept de conception avec Circle qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire avec des logiciels traditionnels. J'espère que ça répond à la question, et toujours pareil, si besoin d'en redébattre, je suis dispo. Et bien décidément, les questions arrivent. Quelle est la meilleure caméra selon vous par rapport à tous les systèmes que vous voyez? Honnêtement, j'aurais énormément de mal à répondre, et c'est pas une volonté de ne pas le faire, hein, vraiment. Je suis pas certain que la problématique, ce soit la meilleure caméra. Je pense que la problématique, c'est la façon d'appréhender une caméra par un praticien, en fonction de la caméra qu'il a dans les mains, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a, par expérience, on se rend compte que parfois des caméras qu'on pense totalement dépassées, on se retrouve avec des fichiers magnifiques. Je vous donne un exemple type. On a un praticien qui travaille avec une Omnicam, qui est une caméra qui a, je ne vais pas dire de bêtises, je pense 8 ans, 8 ou 9 ans. Ça fait partie des fichiers les plus propres qu'on ait reçus à ce jour. Tout simplement parce que son Omnicam, il la connaît par cœur et il sait s'en servir parfaitement bien.
Donc voilà, même une caméra qui a 8 ans, ça peut fonctionner. Il y passe sûrement plus de temps et il a eu besoin, il a dû avoir une courbe d'apprentissage qui n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir avec des caméras plus récentes. Aujourd'hui, les caméras qu'on retrouve sur le marché, honnêtement, fonctionnent globalement très bien. Voilà, je peux en citer quelques-unes, mais je voudrais pas faire de tort aux autres, honnêtement. Voilà, du 3Shape, du Medit, du Dexis, de l'Itero, du Shining, voilà, du 3Disc, on va avoir de très bons résultats avec toutes ces caméras. On est dans une phase aujourd'hui où les technologies sont quand même matures. Et toutes les caméras sur le marché actuellement sont capables de faire tout type de prothèse, de la prothèse amovible, de la prothèse fixe implantaire, avec de très bons résultats. Donc voilà, il n'y a pas une caméra pour moi qui est totalement au-dessus des autres. Bon, écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions. Comme je disais tout à l'heure, Thierry, du coup, qui nous demande un webinaire sur la chirurgie guidée qui serait le bienvenu. Bah, écoutez, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Aujourd'hui, c'est pas vraiment dans les attributions, là, pour le coup, de Circle. On pourra peut-être y penser côté Fox 3D ou en collaboration avec Circle. Mais pourquoi pas, c'est un sujet qui peut être intéressant à débattre. Voilà. Bon, je vous remercie à tous encore une fois de plus. Je vous remercie d'avoir été aussi présents. C'est vraiment plaisant de voir que voilà, on a passé du temps à bosser, mais que c'était pas pour rien. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé en posant des questions, en votant sur les sondages. Merci à tous, bonne fin de journée, et puis à bientôt. Au revoir.